Bien, rebonjour. On continue notre cours de SVT pour cette semaine avec la suite du thème, à savoir, hop, ce que je vous ai envoyé tout simplement. Donc le thème 3AB et 2.3, motricité volontaire cette fois et non plus réflexe, et cette idée de plasticité cérébrale. Ça c'est super intéressant, même si on voit ça la semaine prochaine, hein. Alors, introduction des rappels de première que vous avez peut-être déjà oublié, mais enfin il est essentiel de les avoir en tête. Donc le cerveau hein, ici présent sur ce schéma avec un petit cervelet, tronc cérébral, et puis tout ça, ça se prolonge hein, par la moelle épinière, protégée par les vertèbres. D'accord, donc tout ça, c'est déjà vu. Puis les petites règles que vous avez sur le côté, c'est le départ de nerfs, des nerfs dont on a déjà bien parlé en ce qui concerne le réflexe myotatique. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt regarder le cerveau. Alors pour le décrire, on a fait de la cartographie. D'accord, dans tous les cerveaux, vous avez des creux qu'on appelle des sillons, et ces sillons ont permis de délimiter de façon complètement artificielle ce qu'on appelle des lobes. D'accord, donc en bleu, vous avez le lobe frontal, le lobe pariétal, hein, plus en arrière, le tout en arrière, le lobe occipital, et puis hein, sur le côté, quelque part par là, le lobe temporal. D'accord, c'est la même chose des deux côtés, bien entendu. Le cervelet, on va pas trop en parler, mais lui, il est plus en bas. D'accord, donc le lobe occipital, on en a parlé l'année dernière lorsque il y avait le cours sur la vision, hein, souvenez-vous. Donc chose essentielle aussi, certains auront la joie certainement dans leur cursus de médecine de voir des vrais cerveaux. Donc ça ressemble à ça. Et ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si je le coupe. D'accord, donc si je fais une coupe frontale comme ceci, eh bien j'observe ici mon cerveau. Alors c'est très mal passé à la photocopieuse, j'en suis navré, donc on va peut-être s'aider peut-être plus du schéma. En fait, lorsqu'on fait ça, on voit qu'on a une zone grisée, hein, d'accord, qui fait tout le tour, qui suit absolument tous les replis, hein, du coup ça fait une vaste surface, et cette zone grisée, c'est ça qu'on appelle le cortex. Donc on la devine maintenant, hein, plus qu'on ne la voit sur votre document. D'accord, donc le cortex, ça fait à peu près seulement 2 mm, c'est quasiment rien, d'accord. Sauf que ces 2 mm vont suivre l'intégralité des plis, des microplis, et du coup, bah, finalement, ça fait une surface assez considérable. Donc c'est ça qu'on appelle le cortex, et c'est là où se trouvent les corps cellulaires des neurones du cerveau, d'accord, c'est ça qu'il faut retenir. Tout ce qui est blanc, hein, qu'on voit ici, et qu'on voit mieux sur le schéma, eh bien, ce sont tout simplement les prolongements des neurones. D'accord? Donc finalement, le cortex, c'est plusieurs dizaines de milliards hein, de neurones qui sont interconnectés les uns aux autres. Et donc, par les expériences, on avait vu l'année dernière, il y a des zones précises dans ce cortex. On va avoir le cortex, par exemple, cours de l'an dernier, sur la vision qui va se trouver au niveau du lobe occipital. Alors, voilà, ça c'était un petit peu pour la géographie. N'oubliez pas, on a deux hémisphères, d'accord, deux hémisphères gauche-droite, et l'hémisphère droit va contrôler la partie gauche du corps, et inversement, d'accord. Bon, je vous laisserai lire tranquillement ce document. Alors, notre grand 1, c'est mise en évidence des zones du cerveau qui interviennent du coup dans le mouvement volontaire. Et pour ça, hein, on va regarder ensemble les documents page 347. Donc comme tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, commencez par les étudier tout seul et puis après voyez avec moi si tout était clair. Alors rapidement, page 347, c'est ici 346, 347. On va avoir ici, un patient qui a une tumeur, donc tout ça c'est en fausse couleur bien entendu, et cette tumeur, elle va en fait appuyer sur le cortex qui est juste au-dessus, d'accord, donc c'est quelques millimètres qui sont là, sur une petite surface, et ce patient, bah, du coup, il a du mal à réaliser des mouvements volontaires, d'accord, il peut plus bouger, d'accord, il aimerait bien mais il peut pas. Et on en déduit quoi? On en déduit que cette zone qui est affectée, c'est là où sont envoyés les messages volontaires qui permettent la contraction. Par contre, il n'y a pas de souci, il a toujours ses mouvements réflexes. Bah ouais, ça pose pas de problème, puisque le réflexe, souvenez-vous, ça transite pas par le cerveau, mais ça transite uniquement par la moelle épinière. D'accord? Donc déjà, par ce genre de patient, on a pu, par différents moyens, ici on a une IRM, eh bien on a pu mettre en évidence ce fameux cortex qu'on va appeler le cortex moteur. Alors là, c'est un petit peu la même chose, sauf que le patient n'est pas malade. On va stimuler des zones de son cerveau
par un petit champ magnétique, et puis on regarde ce qui se passe, d'accord? Donc on lui envoie des impulsions électromagnétiques, ça va exciter tel et tel neurone, et puis on va regarder un petit peu à quel moment les muscles se contractent suite à cette stimulation. Et puis ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est cette tache verte ici, d'accord, ici ou là, qui est responsable de la contraction des muscles. Donc on localise, et cette fois il n'y a pas besoin d'être malade, ce qu'on va appeler le cortex dédié au mouvement, c'est-à-dire le cortex moteur. D'accord? Alors on va parler d'aire motrice primaire, puisque cette aire motrice primaire, qu'on appelle aussi M1, c'est elle qui envoie des messages de contraction. D'accord? Je vais un petit peu moduler tout à l'heure. Alors comment ça marche ça? Comment ça marche finalement le cortex moteur? Le cortex moteur, il s'adresse absolument à tous les muscles. Je peux contracter mes doigts, je peux, je sais pas, bouger un peu les paupières, la bouche, au moment où je vous parle, la langue. Je contrôle n'importe quel muscle de façon volontaire. Donc ici, vous retrouvez ici en rose, de façon schématique, on est en train de regarder la partie du cortex moteur. Donc le cortex, c'est les 2 mm, etc., qu'on a un petit peu grossi pour vous. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce qui est marrant, c'est de constater que la zone, le nombre de neurones qui est affecté à un muscle donné dans votre corps n'est pas du tout lié à la taille du muscle. D'accord? C'est plutôt lié à la finesse du mouvement que demande le muscle. Alors, je vais prendre un cas très simple. La langue, je ne vais pas vous montrer ma langue, vous allez regarder la vôtre, mais elle peut faire énormément de mouvements. C'est pour ça qu'on est capable de parler aussi bien. On peut même éventuellement, certains d'entre vous peuvent la tordre un petit peu, faire une gouttière. Donc, c'est un muscle qui a une maniabilité qui est très fine. Eh bien, lorsque je regarde le cortex moteur, tout ce qui est ici en bas, là, on ne sait pas trop où ça s'arrête, d'accord, mais on a une grande zone, on a des milliers et des milliers de neurones dont le rôle, c'est juste de faire bouger la langue, d'accord? Alors que si je prends par exemple l'épaule c'est un muscle puissant, eh bien il y a très peu de neurones qui vont être consacrés à la contraction volontaire du muscle pourtant plus important des muscles de l'épaule. Alors pour visualiser ça, je pense que vous l'avez vu tout de suite, on a un drôle de personnage ici à droite qu'on appelle un homunculus moteur. Le homunculus moteur, c'est finalement une représentation imagée des zones de notre corps qui sont beaucoup énervé ou peu énervé sous la forme d'un petit bonhomme. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce bonhomme, il a d'énormes mains, d'accord? Énormes mains. Pourquoi? Eh bien parce que si vous prenez tout ce qui correspond au niveau du cortex moteur à des neurones qui vont innerver nos mains, eh bien c'est une surface gigantesque, qui est très importante, d'accord? Donc les mains, on a une surface importante. Les lèvres aussi, les lèvres sont très très sensibles et puis surtout, elles peuvent vraiment bouger dans tous les sens. D'accord, donc on a beaucoup, etc., de neurones. D'accord, donc on voit par exemple que les jambes, il y a beaucoup moins de neurones. Le tronc aussi, le tronc, on a aussi moins de neurones, etc. Donc voilà d'où vient ce drôle de bonhomme qu'on appelle un homunculus et qui permet de visualiser de façon simple la surface occupée au niveau du cortex moteur par des neurones de tel ou tel muscle qui contrôlent tel ou tel muscle. Voilà, alors je vais prendre celui-là, ce document 5. On est ici en train de faire une petite expérience, une succession d'expériences. On va stimuler un cortex chez un patient qui est tout à fait éveillé. On va pas lui faire trop mal, d'accord, ça va être des micro-électrodes. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et le patient, qu'est-ce qui lui arrive? Soit il va réaliser des mouvements incontrôlés, c'est-à-dire, en fait, il contrôle pas, mais voilà, tout d'un coup, il y a des muscles qui vont bouger, ok? Soit il va rester immobile, mais par contre, il va dire au médecin, enfin au scientifique, j'ai eu envie de faire un mouvement. Ça doit être bizarre comme sensation. J'ai envie de faire un mouvement et de s'en rendre compte. Mais le mouvement n'a pas eu lieu. Et puis, troisième et dernier point, j'ai eu l'impression de bouger. J'ai eu l'impression que ce muscle bougeait alors que le scientifique voyait bien que ça bougeait pas. D'accord? Alors lorsqu'on s'amuse à faire ça, tac, eh bien vous voyez, on voit apparaître cette carte ici. D'accord? Cette carte, elle vous montre un petit peu différentes zones, différents endroits du cortex. Alors, au niveau
des endroits où le patient a bougé, eh bien, c'est les petits ronds verts, d'accord? Les ronds verts, tac, 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 tac. À chaque fois qu'on a stimulé ici, eh bien, il a bougé tel ou tel muscle, d'accord? C'est pas précisé lequel, mais c'est des muscles différents. Donc ça, c'est la fameuse zone motrice M1. Elle envoie la commande du mouvement et du coup, si je stimule ici, eh bien, ça veut dire que je crée des potentiels d'action de façon artificielle qui, eux, vont vraiment envoyer un message de contraction, d'accord, à tel ou tel muscle. Donc ça, c'est le cortex primaire, la zone motrice primaire. Maintenant, si on regarde ici l'intention de faire un mouvement, eh bien, vous voyez, ça se trouve dans une autre partie du cortex, on va parler de cortex pariétal si vous voulez, eh bien, on a des neurones dont le but, c'est, tiens, je vais programmer un mouvement. C'est pas moi qui vais le faire, d'accord, mais je vais programmer un mouvement. J'ai envie. Et puis, l'illusion du mouvement, ça va aussi se trouver dans cette zone-là. Ça veut dire que là, on interprète le mouvement, on le ressent. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, pour faire un mouvement, aussi simple soit-il, ça, hop, eh bien, il y a pas mal de choses qui se passent dans le cerveau. Je dois d'abord le penser, d'accord? Je dois imaginer les étapes. Parce que si j'ai pas les étapes dans l'ordre, le mouvement, il peut pas avoir lieu. Donc on va avoir, c'est plutôt ici que ça se passe, des zones qui vont être là pour organiser la chronologie des différentes étapes à ce mouvement. Et ça ne doit pas être si simple que ça en réalité. Et puis une fois qu'on est à peu près d'accord dans cette zone, eh bien on transfère à la zone motrice le mouvement à réaliser et c'est elle qui l'envoie aux différents muscles à considérer, d'accord? Et puis cette sensation d'avoir fait le mouvement, pour dire oui, j'ai fait un mouvement, je le ressens, visiblement il y a d'autres neurones. Donc là, obligatoirement, ce petit document assez simple nous montre qu'il y a une communication obligatoire entre plusieurs aires du cerveau pour pouvoir donner un mouvement. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous donne dans le document 6 que vous allez tranquillement lire chez vous. Donc grosso modo, eh bien, il faut avoir envie de faire un mouvement. Ensuite, il faut sélectionner ce qui est important pour faire le mouvement. Donc j'ai envie, je sélectionne tout ce qu'il faut. Il y a des neurones qui sont là pour organiser. Et puis ensuite, des neurones, c'est l'aire motrice primaire qui sont là pour engendrer ce mouvement. Donc voilà, je répète, ce qu'il faut comprendre, c'est cette idée de collaboration entre plusieurs aires motrices pour générer un mouvement volontaire. Alors tout ce que je viens de dire, et peut-être de façon plus précise, vous l'avez ici dans le bilan, d'accord? Donc l'aire motrice primaire, elle est située d'un point de vue géographique entre le lobe frontal et pariétal, d'accord? Et puis elle va communiquer avec, on va dire, des aires prémotrices, dont le rôle c'est de préparer, de programmer le mouvement, les différents muscles qui vont intervenir, d'accord? Donc ensuite, voilà, je reviens sur la notion de ce que c'est que le cortex moteur 2 mm, et puis on va parler d'une commande volontaire ou d'une commande corticale, c'est exactement la même chose, corticale, c'est qui vient du cortex, donc quelque chose de volontaire. Ok, je rappelle ici que si je bouge mon bras, alors c'est mon bras gauche, d'accord, c'est que c'est mon hémisphère droit qui envoie l'ordre. Au passage, on va voir ça un peu plus tard. Et puis un petit zoom sur ce que c'est que l'homunculus moteur, il me semble avoir bien expliqué. Alors pour la semaine prochaine, eh bien on va travailler, vous allez travailler les voies motrices, c'est-à-dire du cortex au muscle, un petit peu comment ça passe de là jusqu'à un muscle, une contraction. Bon, ça va pas être trop compliqué, mais il y a des choses intéressantes qu'on va découvrir ensemble, vous d'abord seul et puis ensemble la semaine prochaine. Alors pour ça, vous étudierez page 348 les documents 1, 2 et 3. Bon, c'est pas trop compliqué, c'est les trois que vous voyez vaguement ici, avec une petite question ici, celle-ci, d'accord? Bon, le mieux c'est de faire pour chaque document, je constate, je sais que, j'en déduis que, pour aller le plus loin possible. Voilà, donc première chose à faire. Ensuite, vous avez un TP que vous allez pouvoir réaliser pour la semaine prochaine, je vous fais confiance. Donc, comment le cerveau commente-t-il les mouvements volontaires? D'abord ici, on a le cas 1 que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire le réflexe myotatique. Ok. Et puis là, je vais faire la même chose à peu près, mais j'ai rajouté ici un cerveau. Donc, cette fois, c'est un sujet qui subit ici la contraction, mais qui veut s'opposer à l'extension. Donc visiblement, il va falloir connecter, c'est assez simple. Donc compléter les schémas, le schéma du cas 2 à l'aide de vos connaissances, d'accord? Donc après avoir étudié les documents du livre. Et puis après, voilà, des petites questions, document 2, document 3, question 2, 3 et question 4.
D'accord? Donc, c'est un petit travail qui, je pense, est pas trop long à faire et devrait être facile. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine. Et puis voilà, pour ceux qui veulent, hein, puisque maintenant on est quand même en fin d'année, mais n'hésitez pas à poursuivre les SVT et les raisonnements avec deux exercices possibles, 6 et 7, page 343, 344. D'accord? Donc si vous le faites, vous me le dites.